Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour. Et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Il ne reste que 10 photos de Charles Péguy. Photos de classe, photos de communion, photos de mariage, photos de régiment, photos d'écrivains reconnus. Mais aucune photo de Péguy intime, aucune photo de Péguy au naturel, par exemple sur une route, un chemin, lui qui aimait tant marcher. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous marchons dans le vent, coupés par les autos. C'est ici la contrée imprenable en photo. Écrit pendant l'automne 1912, après un pèlerinage à Chartres, ce poème sera publié par Péguy en mai 1913 dans sa revue « Les Cahiers de la Quinzaine ». Cette œuvre, sans doute son texte le plus connu, souvent appris par cœur dans les écoles, le révèle à ses contemporains à la fois comme poète et comme chrétien. Ce fut une double surprise. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules. Ce pèlerinage, pourquoi l'avait-il accompli? Et seules, comme un rang de châteaux. Ce poème, de quel tréfonds surgissait-il? Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, dans le recourbement de notre blonde Loire. Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire n'est là que pour baiser votre auguste manteau. Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, dans l'antique Orléans, sévère et sérieuse. Et la Loire, coulante et souvent limoneuse, n'est là que pour laver les pieds de ce coteau. Charles-Pierre Péguy naît à Orléans le 7 janvier 1873. Il est baptisé le 13 avril à l'église Saint-Aignan. Son père, Désiré Péguy, est menuisier. Il a participé à la guerre de 1870 comme mobile du Loiret. Dans Paris assiégé par les Prussiens, il a terriblement souffert du froid et de la faim. De ses privations, il ne se remettra jamais. J'avais 10 mois quand mon père est mort. C'est pour cela que je ne l'ai jamais connu. Cécile Péguy, la mère du petit Charles, gagne sa vie comme rempailleuse de chaises. À la maison, rue du Faubourg-Bourgogne, il y a aussi la grand-mère, Étiennette Quéret, née dans une famille de paysans pauvres de l'Allier. C'est elle surtout qui s'occupe de l'enfant, qui lui raconte des histoires. J'écoutais ces histoires, immobile, assis sur ma petite chaise, pendant que ma grand-mère travaillait. Ma grand-mère aussi rempaillait des chaises, mais elle ne savait rempailler que les chaises communes. Maman, qui était plus savante, rempaillait les chaises satinées. Ma grand-mère s'arrêtait de rempailler pour faire la cuisine et pour s'occuper de moi. Maman travaillait au contraire du matin jusqu'au soir, sans s'arrêter jamais, pour gagner de l'argent et pour me donner du pain. Le souvenir de ce temps lui inspire en 1898 un récit autobiographique. Pierre, commencement d'une vie bourgeoise. Texte inachevé qui ne sera publié qu'après sa mort. Je commençais de bonne heure à travailler et cela me faisait un très grand plaisir. J'aidais ma grand-mère à faire le ménage et à faire la cuisine. J'essuyais les vieux meubles luisants et j'étais heureux quand les belles surfaces de bois plane luisaient, quand les moulures luisaient comme un trait. J'aimais travailler. J'aimais travailler bien. J'aimais travailler vite. J'aimais travailler beaucoup. Je ressemblais ainsi à ma grand-mère, qui était une travailleuse dure et qui avait tant travaillé dans son existence qu'elle en avait le corps tout cassé. Je ressemblais ainsi à maman, qui était un modèle de travailleuse. Et quand j'avais bien travaillé, ma grand-mère, et surtout maman, me faisaient des compliments, dont j'étais délicieusement heureux,
car je pressentais que j'allais devenir un enfant modèle pour le travail. En 1879, Jules Ferry crée des écoles normales d'instituteurs dans chaque département. À ces écoles sont annexées des écoles primaires où les élèves maîtres enseignent à tour de rôle. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. L'école normale du Loiret ouvre ses portes le 1er octobre 1879, 72 rue du Faubourg Bourgogne, l'année même où le petit Charles entame sa scolarité. Aussitôt, il se montre, comme il l'avait pressenti, un enfant modèle pour le travail. Il collectionne les bonnes notes, les très bien, les appréciations flatteuses. Ses rédactions prouvent des dons certains. Il aime lire. Il apprend par cœur Ronsard et La Fontaine. Il a une belle écriture. Il aura toujours une belle écriture. En juillet 1884, Charles est reçu au certificat d'études primaires, premier sur 175 inscrits. Le voici maintenant au lycée. Plus brillant que jamais, il excelle en latin, en grec, en mathématiques. Bon en allemand, passionné d'histoire et de géographie, fine plume et remarquable moraliste, il collectionne les récompenses le jour de la distribution des prix. Tous ses professeurs pourraient partager ce jugement de l'aumônier. Vif et brillant comme le clair de l'épée, solide comme une lame de Tolède. Le dimanche, il accompagne sa mère acheter de la paille à Saint-Jean-de-Bray, à Combloux. Il s'adonne à l'aquarelle. Il aime à se promener seul le long de la Loire. Après la classe, souvent, le jeune Péguy s'arrête chez le père Boitier, un charron forgeron. Vieux républicain, il est son premier maître en politique. Il lui fait lire Victor Hugo, Les Châtiments. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Au lycée, ses professeurs lui enseignent Victor Cousin, Renan, et peu à peu, il se détache du catholicisme. J'ai fait ma première communion avec une foi sincère. En troisième, j'étais absolument révolutionnaire. En première, son goût pour l'action se révèle à l'occasion d'une lutte dont il prend la tête pour introduire le sport à l'école. Je fais faire des sautoirs. Je fais poser une barre fixe dans la cour. Je fais de la haute politique. J'ai une opposition assez formidable à vaincre. Je négocie avec tout le monde. Je suis devenu un grand metteur en train. Je livre des batailles. Et je les gagne. Devenu bachelier, il entre comme boursier au lycée La Canale à Sceaux le 1er octobre 1891 afin de préparer le concours de l'école normale supérieure. Il s'échappe souvent vers Paris avec ses amis pour aller au théâtre, pour visiter le Louvre. Il entre en art comme on entre en religion. De quel émoi religieux nous saluâmes la nouvelle blancheur des statues, l'application des toiles et le silence du monument. Je ne sais si jamais vivant nous eûmes un émoi religieux comparable à celui qui nous envahit à la première de ces visitations. Nous courions au musée, nous transportant pour des journées entières, parcourant des kilomètres de salles, remontant des Égyptiens rectangulaires aux honneurs du salon carré. À la fin de l'année scolaire, il échoue au concours d'entrée de l'école normale d'un demi-point. Il décide alors de se représenter, tout en faisant à Orléans son service militaire. Il devance l'appel. À la caserne, il retrouve un camarade de lycée, André Bourgeois.
ensemble, ils louent une chambre près de la caserne. Bourgeois rêve d'une carrière militaire en Algérie. Peggy rêve de Jeanne d'Arc. Il a un grand projet, écrire un livre sur elle. En juillet 93, Peggy échoue encore au concours de l'école normale supérieure pour un quart de point. À la rentrée, il suit les cours de préparation aux grandes écoles au lycée Louis-le-Grand, tout en étant pensionnaire au collège Sainte-Barbe. Âgé de 2 ou 3 ans de plus que ses condisciples, et auréolé du prestige de son service militaire, il devient naturellement leur chef. Tout de suite, Raconte Jérôme Tarot. il nous domina par le caractère, la décision, cette force morale difficilement exprimable qui émanait de lui, que nous reconnaissions et devant laquelle on s'inclinait. La cour rose où nous tournions formait pour lui un univers où il se sentait à son aise, car il y exerçait pleinement le premier de ses dons, grouper des êtres, agir sur eux. Ou plus exactement, imaginer la vie avec eux, organiser sa troupe avant de s'élancer à la conquête du monde. Convaincu de la nécessité de socialiser les moyens de production, le jeune Peggy, qui a lu Marx et Jean Grave, C'est le livre qui me marqua le plus à cette époque. entraîne beaucoup de barbistes vers le socialisme. Ils font la quête pour soutenir les grévistes. Mais il nourrit aussi d'autres rêves. Fasciné par une actrice de la Comédie Française, Julia Bartet, qui triomphe dans le rôle d'Antigone, il amène tous ses camarades les uns après les autres applaudir la divine. Il se rend même à Orange, l'été venu, après avoir enfin réussi le concours d'entrée à Normale Supérieure. Antigone et Oedipe Roi sont à l'affiche. Allons, exécutez mon ordre souverain, qu'on la porte sur l'heure au caveau souterrain. Et là, laissez-la seule et fermez-en l'entrée, puis qu'elle y meure, ou bien qu'elle y vive enterrée. Tu n'es pas la première, Tu n'es pas la première qui perdit la lumière et la vie à la fois. Le malheur qui t'éprouve, terrible, se retrouve chez les dieux et les rois. Est-ce ce jour-là que germe en lui l'idée de transformer son histoire de Jeanne d'Arc en un drame? À la rentrée, il emprunte à la bibliothèque de l'école une vie de Jeanne d'Arc et les actes de ses procès. Automne 94. Un certain capitaine Dreyfus est arrêté pour espionnage. Peggy ne sait pas que cette affaire va bientôt transformer sa vie. Pour l'heure, c'est au verrier de Carmaux que va sa sollicitude. Il vend des billets de tombola en leur faveur à tous ses amis. Le bibliothécaire de l'école, Lucien R., militant socialiste réputé, exerce sur Peggy une grande influence. Il lui fait rencontrer Jaurès. Octobre 95. Peggy part en pèlerinage sur les lieux d'origine de Jeanne. À Don Rémy, il voit la maison où elle est née, l'église, toute proche, d'où venaient les voix, les prés alentours, qui n'ont pas changé, la Meuse dormeuse, la Meuse paresseuse, la Meuse rêveuse. À Vaucouleurs, il monte sur la colline où se trouvait le château du sire de Baudricourt, qui fit confiance à Jeanne et lui donna une escorte pour gagner la Loire et rencontrer Charles VII. Il voit cette porte, dite Porte de France, par où Jeanne est passée pour aller vers son destin. Il se sent prêt à écrire. Sa décision est prise. Il ne passera pas cette année à l'école. Il se rend à Orléans chez sa mère, qui vient de s'installer à l'entrée de la rue de Bourgogne, rue que Jeanne a remontée victorieuse pour entrer dans la ville libérée. Et il se met à écrire. Il écrit tant et si bien que le 7 juin 96, quand son ami Marcel Baudouin vient le voir à Orléans, il peut lui remettre le manuscrit de la première pièce de sa trilogie, Don Rémy.
Marcel Baudouin était depuis Sainte-Barbe l'ami le plus cher de Péguy. Fin juillet, Marcel meurt brutalement d'une typhoïde. Péguy, fidèle à cette amitié, quand il publiera sa Jeanne d'Arc, la signera Marcel et Pierre Baudouin. La dédicace, longue, solennelle, orchestre l'utopie socialiste avec des accents nouveaux, moins humanistes que métaphysiques. À toutes celles et à tous ceux qui auront vécu, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts pour tâcher de porter remède au mal universel, en particulier, à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine pour tâcher de porter remède au mal universel humain. Parmi eux, à toutes celles et à tous ceux qui auront connu le remède, c'est-à-dire à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine pour l'établissement de la République socialiste universelle. Ce poème est dédié. Prenne à présent sa part de la dédicace, qui voudra. La mise en page utilise beaucoup les blancs. Pour Péguy, la typographie est déjà une mise en scène. Oh, s'il faut, pour sauver de la flamme éternelle, les corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonner mon corps à la flamme éternelle. Mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. L'obsession de Péguy, c'est le salut de tous les hommes. Sa Jeanne ne veut pas seulement délivrer la France des Anglais, elle veut libérer tous les hommes de la damnation éternelle. C'est ce drame-là, théologique, mais anticlérical et antimilitariste, qu'il publie en décembre 1997 à l'enseigne de la Revue socialiste, dont il est devenu un collaborateur régulier sous le pseudonyme de Pierre de Loire. Mais c'est lui qui doit payer l'imprimeur, ce qu'il fait grâce à la dot de sa femme. 752 pages, 1000 exemplaires, dont un seul sera vendu. Depuis 2 mois, Péguy est mariée à la sœur de Marcel Baudouin, Charlotte. En épousant Charlotte, il n'épouse pas seulement la sœur de son ami défunt, il entre dans une famille révolutionnaire. Caroline Baudouin, la mère de Charlotte, a été mêlée aux événements de la Commune. Quand Péguy envisage de fonder une maison d'édition socialiste, elle met à sa disposition 40 000 francs or. Il peut alors acquérir une boutique à l'angle des rues Cujas et Victor Cousin, juste en face de la Sorbonne. Elle ouvre symboliquement le 1er mai 1898. Fini les années d'apprentissage. Il entrait enfin dans la vie. Il prenait pied sur le sol de Paris. Il possédait une boutique d'angle. Avec quel orgueil ingénu, balsacien, il prononçait ces 2 mots. Il publierait des textes bien choisis, dans une typographie parfaite. Il serait commerçant, imprimeur, typographe. Et par là, il réaliserait une de ses idées les plus chères, mêler intimement le travail intellectuel au travail ouvrier. Avec cette librairie, c'est une forteresse dreyfusarde qu'il réussit à dresser en plein quartier latin. 1898, l'affaire Dreyfus est à son apogée. Zola accuse, Zola accusé, Zola condamné. Le véritable espion, c'est le colonel Esterhazy. Le colonel Picard, nouveau directeur du service des renseignements, en est convaincu. Dreyfus innocent. Innocent ? Impossible. On ne déjuge pas l'armée. Procès Esterhazy. Impact grandissant du livre de Bernard Lazare, Une erreur judiciaire. Esterhazy acquitté grâce à un nouveau faux fabriqué par le colonel Henry. Destitution de Picard. Remplacement de Picard par Henry. Les Français se déchirent. On se bat au sein des familles. On se bat à la Chambre des députés. On se bat dans la rue. On se bat à la Sorbonne. Péguy n'est pas le dernier à faire le coup de poing. Il se fait arrêter pour violence à agent. Il mène aussi un combat intellectuel. Il intervient dans des revues, la Revue Blanche en particulier. Il participe dans l'essor à un hommage à Zola.
il voit l'affaire Dreyfus comme un tremplin formidable pour parvenir à la cité socialiste, qu'il nomme, lui, dans un livre aux accents bibliques qu'il publie à ce moment-là, La Cité harmonieuse. La cité harmonieuse a pour citoyens tous les vivants qui sont des âmes, tous les vivants animés, tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes les terres, de toutes les villes, de tous les pays, tous les hommes de toutes les races, les Hellènes et les barbares, les Juifs et les Ariens, les Latins, les Germains et les Slaves, tous les hommes de tous les langages, de toutes les religions, de toutes les philosophies, tous les hommes de toutes les patries sont devenus citoyens de la cité harmonieuse, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Animé par cette utopie, Péguy vit l'affaire Dreyfus comme un événement mystique, selon l'expression qu'il emploiera souvent par la suite. Mauvaise gestion, mésentente avec ses associés socialistes qui lui interdisent de publier certains livres, Péguy doit céder sa librairie. Il se lance dans l'aventure d'une nouvelle publication qui fera fi des interdits du parti et dira la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Le premier numéro paraît le 5 janvier 1900. Il est entièrement rédigé par Péguy. C'est ici désormais, rue de la Sorbonne, au 8, qu'il publiera en toute liberté tous ses écrits, dans ses cahiers qu'il définit comme un essai d'institution communiste et non d'entreprise capitaliste individuelle. La première année, il remplit à lui seul quasiment tous les numéros. Les années suivantes, il en écrira environ 1 sur 2. Les autres seront confiés à Romain Rolland, au frère Tarot, à Bernard Lazare, à Georges Sorel, à Anatole France, à Daniel Halévy, à Julien Benda, à Suarez, à Joseph Reynac. Avec des auteurs aussi différents, Péguy réalise ce programme. Une bonne revue doit savoir mécontenter chaque fois 1/5 de ses lecteurs. Pas toujours le même 5e. Romans, théâtre, poèmes, biographies, essais, livres de souvenirs, mais surtout des dossiers sur la situation des Juifs dans divers pays, sur le Congo, sur l'armée. Chaque cahier a son auteur. C'est un livre, mais un livre écrit le plus souvent dans l'urgence, dans le feu de l'actualité. En 15 ans, Péguy éditera 229 cahiers. Péguy s'occupe de tout. Commander les textes, les porter à l'imprimeur, choisir le papier, corriger les épreuves, relancer les abonnés, chercher des fonds. Il consacre le plus clair de son temps à la fabrication des cahiers. Et en plus, il trouve le temps d'écrire de longs textes. Guerre coloniale, rivalité France-Allemagne, rivalité France-Angleterre, séparation de l'Église et de l'État, lutte sociale, oppression des minorités. Ces textes forment un long fleuve tumultueux qui charrie tous les événements de ce début de siècle. À mon corps défendant, par le ministère de ces cahiers, je suis devenu tout de même un petit peu journaliste, c'est-à-dire un homme qui suit les événements. Je ne m'en défends pas. Ma misère est la misère commune, il faut que je suive les événements. Excellent exercice pour achever de se convaincre que, vraiment, les événements ne nous suivent pas. Mais ce sont les débris de l'affaire Dreyfus que le fleuve Péguy charrie avec le plus de constance, de rage et d'affection. Dès la première ligne du premier cahier, il est question de l'affaire Dreyfus. Et un peu plus loin, de la révolution sociale. Péguy avait rêvé d'une fusion révolutionnaire entre les deux mouvements, celui qui se battait pour faire valoir le droit d'un innocent, celui des socialistes en faveur de la masse des exploités. Le dreyfusisme est un cas particulier du socialisme. Un socialiste qui ne serait pas dreyfusiste serait un socialiste inconséquent. Un dreyfusiste qui n'est pas socialiste est un dreyfusiste incomplet. La révolution espérée n'a pas eu lieu. Je ne m'en consolerai jamais, j'en parlerai toujours. Une occasion unique s'était offerte de régénérer ce peuple. Une fortune, un coup de fortune.
Une occasion qui ne se représentera jamais, comme il n'y en a pas deux dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Après l'acquittement de Dreyfus, les Dreyfusards se divisent. Peggy ne se reconnaît pas dans tout ce qui se publie sur l'affaire Dreyfus, y compris dans sa propre revue. En avril 1910, les cahiers publient « Apologie pour notre passé » de Daniel Halévy. En juillet, Peggy lui réplique « Par notre jeunesse ». J'avoue que je ne me reconnais pas du tout dans le portrait que Halévy a tracé ici même du dreyfusiste. Je ne me sens nullement ce poil de chien battu. Nous fûmes des héros. Il faut le dire très simplement, car je crois qu'on ne le dira pas pour nous. Non seulement nous fûmes des héros, mais l'affaire Dreyfus, au fond, ne peut s'expliquer que par un besoin d'héroïsme qui saisit toute une génération, par un besoin de guerre militaire et de gloire militaire, par un besoin de sacrifice et jusque de martyr, peut-être, sans doute, par un besoin de sainteté. Vous oubliez, vous méconnaissez qu'il y a eu une mystique républicaine. Des hommes sont morts pour la liberté, comme des hommes sont morts pour la foi. Nous sommes la dernière des générations qui ont la mystique républicaine. Et notre affaire Dreyfus aura été la dernière des opérations de la mystique républicaine. Daniel Halévy se sent offensé par l'interpellation de Peggy. Pour justifier de sa bonne foi, Peggy lui dédie un autre cahier, Victor Marie, comte Hugo, où il en appelle à leur complicité de marcheurs. Combien de fois n'avons-nous pas marché ensemble sur cette plaine, dans l'exercice et dans la fatigue, dans de brèves libérations des servitudes cérébrales, l'un conduisant l'autre et le reconduisant? Combien de fois n'avons-nous pas navigué de compagnie sur cette immense mer, échangeant de rares propos, comme des marins, mais des propos de quelle confidence? Des propos de haute mer. Dès l'annonce de leur premier enfant, Marcel, Peggy et sa femme quittent Paris pour la vallée de Chevreuse. Ils habitent d'abord à Gommès-le-Châtel, mais c'est loin d'une gare. À la naissance de leur deuxième enfant, Germaine, ils s'installent à Orsay, rue des Sablons. Madame Baudouin et son fils Albert habitent avec eux. L'oncle Albert a sa chambre près de l'entrée. Le grenier sert à stocker les vieux journaux. Peggy en lit au moins 3 par jour. Son bureau, c'est la salle à manger au rez-de-chaussée, du côté du jardin potager. Il se lève tôt, écrit jusqu'à 11 heures, toujours à l'encre de Chine, d'un trait, en suivant le fil de ses pensées. L'après-midi, après un déjeuner en famille, il prend le train pour se rendre à Paris. À la boutique des Cahiers, il dicte du courrier et vérifie les comptes avec André Bourgeois, son ami orléanais, qui a accepté de devenir l'administrateur des Cahiers. Reçoit des amis, des auteurs. Le jeudi est réservé aux abonnés. Nos abonnés savent que nos Cahiers forment un grand peuple libre. En juin 1903, naissance d'un 3e enfant, Pierre. 1908, Peggy s'installe à Lozère, tout près de la gare, Villa des Pins. Son bureau est toujours au rez-de-chaussée, côté jardin. Quand il reste à la maison toute la journée pour écrire, il s'accorde dans l'après-midi une promenade. Quelquefois, il amène avec lui ses enfants, qu'il ne mettra jamais à l'école, car l'école brime la liberté des enfants. Comment enseigner l'enfance et la jeunesse quand tout le monde ment? Il s'occupe lui-même de leur instruction. Oncle Albert, Charlotte et Madame Baudouin leur donnent aussi des cours. Alors papa avait pris pour lui ce qui aurait dû être la salle à manger. Bon. De sorte que il avait mis là une petite table et un petit siège, et Marcel restait des heures là à faire du grec et du latin. Nous étions dans ce qui aurait dû être le salon, qui était donc contigu à la salle. Vous voyez, il y avait salle à manger, salon. Il fallait faire pas trop de bruit, mais un peu tout de même. Parce que une fois que nous étions peut-être trop sages, il appelle maman. Mais où sont les enfants? Mais là, à côté, je ne les entendais pas. La pauvre maman, elle était très mobilisée pour corriger les épreuves. Vous savez,
un cahier comme ça quelquefois, et tous les 15 jours, si on veut qu'il n'y ait pas une seule faute, parce qu'il n'y a pas que ses cahiers à lui, un cahier des autres, quelquefois les chiens n'étaient pas tellement petits. Alors l'hiver, nous étions au salon et nous entendions sa voix à lui très monotone, et avec toutes les indications nécessaires, point et virgule, à la ligne, une majuscule, etc. Tous. Et maman suivait sur le manuscrit. Mais, quand elle voyait une faute, elle l'arrêtait. Et c'est lui qui corrigeait de lui-même. On m'envoie, c'est le soir, il y a les derniers rayons du soleil, et on m'envoie lui dire, viens dîner. Je l'ai vu tout blanc dans ces derniers rayons du soleil. Il m'a paru lumineux, mon père. Je suis restée comme ça. Officier de réserve, Peggy doit accomplir tous les 2 ans des périodes d'entraînement. Ils s'y rend toujours avec plaisir. Ce sont mes seules vacances. Sa caserne se trouve à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Il commande des exercices de tir, des marches. « 31 mars 1905. Guillaume II débarque à Tanger. Il est reçu par le sultan. Dans un discours menaçant, il conteste à la France les droits qu'elle s'est attribués avec la complicité de l'Angleterre sur ce pays. Peggy croit la guerre imminente. En apprenant le coup de Tanger, il se rend avec sa femme acheter au bon marché, en vue d'un départ immédiat, des chaussettes de laine et des sous-vêtements. Pendant 10 ans, il se prépare à la guerre, physiquement et mentalement. Il prend parti pour la loi qui porte à 3 ans le service militaire. Il combat le pacifisme des dirigeants socialistes qui prétendent n'opposer à l'agression allemande que la grève générale. Il y a une hypocrisie pacifiste parfaitement insupportable. Il faut être pour ou contre la guerre, loyalement. La France ne doit pas être défaite une nouvelle fois. Le soldat bat le rappel des souvenirs de l'écolier. Plus que jamais, la France est l'asile et le champion de toute la liberté du monde. Toute la liberté du monde se jouera aux rives de Meuse, au défilé d'Argonne, ainsi qu'au temps héroïque, à moins que ce ne soit aux rives de Sambre, ainsi qu'au temps d'une révolution réelle. Jaurès, son cher Jaurès d'autrefois, incarne toutes les lâchetés du pacifisme. Son nom devient imprononçable. Je demande pardon au lecteur de prononcer ici le nom de Jaurès. Ce représentant en France de la politique impérialiste allemande, capitaliste allemande et particulièrement colonialiste allemande est tombé dans un mépris universel. N'est-ce pas la plus grande misère de ce temps que ce soit un tel homme qui parle pour le peuple, qui parle dans le peuple, qui parle du peuple? Le peuple. Peggy en vient, et de plus en plus, il s'en souvient. Au fil de ses interventions dans les cahiers de la quinzaine, remontent les souvenirs d'une époque révolue. Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gai. Dans ce temps-là, un chantier était un lieu de la terre où les hommes étaient heureux. Aujourd'hui, un chantier est un lieu de la terre où les hommes récriminent, s'en veulent, se battent, se tuent. De mon temps, tout le monde chantait. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Chrétien du XVe siècle, Peggy avait-il jamais quitté le temps des cathédrales? En septembre 1908, il confie à son ami Joseph Lott:
Je ne t'ai pas tout dit. J'ai retrouvé la foi. Je suis catholique. À travers ces nouveaux textes, l'aveu affleure, surgit. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Les armes de Jésus, c'est sa croix équarrie. Voilà son armement, voilà son armoirie. Voilà son armature et son armurerie. Les armes de Satan, c'est la jobarderie. C'est le scientificisme et c'est l'artisterie. C'est le laboratoire et la flagornerie. Les armes de Satan, c'est la parfumerie de l'écrivain disert. Et c'est la sucrerie de l'écrivain amer. Et c'est la pruderie, la blette aridité de la vieille dévote. C'est l'âme en confiture et la En même temps que Péguy redevient catholique, il redevient poète. La foi, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes créatures, et dans l'homme, ma créature. Dans l'homme et dans la femme, sa compagne, et surtout dans les enfants, mes créatures. Dans le regard et dans la voix des enfants, car les enfants sont plus mes créatures que les hommes, ils n'ont pas encore été défaits par la vie. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. Sa poésie lui apporte une reconnaissance que sa prose ne lui avait pas procurée. Claudel le félicite. Les matinées poétiques se multiplient. Copeau, Gide, Barrès saluent la nouveauté de son œuvre. Barrès lui laisse espérer le grand prix de l'Académie française doté de 10 000 francs, mais Lavis, un de ses anciens professeurs, s'oppose à cette consécration. Péguy, mais il a mis de l'eau bénite dans son pétrole de la commune. Le prix de la vie heureuse lui avait déjà échappé. Il n'obtient finalement qu'un prix moins prestigieux, qui soulage cependant un peu ses nombreux soucis d'éditeur et de père de famille. Pendant l'hiver 1912, ses enfants sont atteints par une forte grippe. Il les confie à la Sainte Vierge. Il pense à ses enfants qu'il a mis particulièrement sous la protection de la Sainte Vierge un jour qu'ils étaient malades et qu'il avait eu grand-peur. Il pense encore en frémissant à ce jour-là, et sa femme qui avait tellement peur, si affreusement qu'elle avait le regard fixe en dedans et le front barré et qu'elle ne disait plus un mot, comme une bête qui a mal. Cœur tant de fois broyé sous le marteau, cœur tant de fois saigné sous le couteau. C'est à ce moment-là aussi qu'il multiplie ses quatrains, plaintes 100 fois répétées d'un amour impossible, contrarié et finalement sacrifié. Loué sois-tu, cœur frêle. Blanche Raphaël, jeune agrégée d'anglais, sœur d'un ami de Réfusard de Péguy, avait fréquenté très tôt la boutique des cahiers et inspiré à son gérant un amour imprévu. Pour dire son tourment, Péguy s'était mis à composer des quatrains au rythme du train qu'il prenait tous les jours. Vous avez fait de moi un poète, dit-il un jour à la jeune femme qu'il ne cessera d'aimer, bien qu'il ait essayé plusieurs fois de se détacher d'elle. En juin, quand il se met en route vers Chartres, ce n'est pas seulement pour remercier la Vierge de la guérison de ses enfants, c'est aussi pour lui offrir le sacrifice de cet amour secret. Vous seule, vous savez, maîtresse du secret, que l'un des deux chemins allait en contrebas. Vous connaissez celui que choisir nos pas. Nous voici parvenus sur la haute terrasse, où rien ne cache plus l'homme de devant Dieu, où nul déguisement, ni du temps, ni du lieu, ne pourra nous sauver, Seigneur, de votre chasse. Pendant l'été, Péguy déménage de Lozère à Bourg-la-Reine, toujours à 2 pas de la gare. Et dans sa nouvelle maison, il se met à rédiger à un rythme effréné son poème le plus long, le plus ambitieux, Ève. Ce sera une Iliade. Ce fut sa légende des siècles. Jésus parle. Ève brosse une histoire particulière des civilisations, tressant à leur insu un héritage à Jésus. Il allait hériter des peuples inactifs, et des peuples bourreaux et du peuple martyr. Il allait hériter de Sidon et de Tyr. Il allait hériter des Romains et des Juifs. Et les pas d'Alexandre. Ève est publiée dans le cahier de Noël 1913 et tombe dans un silence de plomb. En avril 1914, Péguy fait paraître son cahier sur Bergson.
En même temps qu'il s'affirme comme poète, Péguy poursuit un combat de plus en plus soutenu contre ce qu'il nomme le monde moderne et le parti intellectuel. Aux rationalistes sclérosés de la Sorbonne qui font de la science une religion, il a depuis longtemps préféré Bergson. Bergson a brisé nos fers. Il assiste tous les vendredis à son cours au Collège de France. Bergson offre un exemple de conduite et de pensée libre à celui qui s'est toujours défini comme un libertaire impénitent. Socialiste, Péguy n'avait jamais adhéré au parti. Catholique, il reste en dehors de l'Église. Les catholiques l'attaquent, Péguy est de plus en plus seul. Il ne faut marcher avec personne. J'ai les raisons personnelles les plus graves pour ne pas accepter qu'on me confère aucune grandeur, même de l'ordre spirituel. Il importe extrêmement de ne pas m'affubler en père de l'Église. C'est déjà beaucoup d'en être le fils. Juillet 1914. Attentat de Sarajevo. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le jeu des alliances rend la guerre inévitable. Péguy est prêt. C'est en chantant la Carmagnole qu'il dit au revoir à ses amis. Le lieutenant Péguy rassemble les 3000 réservistes qu'il a pour mission de conduire à la caserne de Coulommiers. À Coulommiers, on leur remet leurs uniformes et en attendant leur ordre de mission, ils se promènent dans les rues de la ville, se reposent au bord du Grand Morin. Péguy écrit à sa mère, à sa femme, à Blanche Raphaël, à Louis Boitier, toujours les mêmes formules. Dans 2 jours, nous serons partis pour notre destination définitive. Si je ne reviens pas, vous me garderez un souvenir sans deuil. 30 ans de vie ne vaudraient pas ce que nous allons faire en quelques semaines. 10 août. Départ en train de Coulommiers pour le front. Péguy commande une compagnie de 250 hommes. 11 août. Arrivée à Saint-Mihiel, sur les côtes de Meuse. Cantonnement à Loumont. De la colline sur laquelle il est cantonné, Péguy regarde couler la Meuse. Il pleut. Le canon tonne au loin. Les Allemands sont à Nancy. Ils bombardent Pont-à-Mousson. Péguy s'attend à recevoir d'un moment à l'autre l'ordre de partir pour le front. Le 26 août, c'est un ordre de repli qui tombe. Fin août. Plusieurs journées de marche. Il fait très chaud. Péguy et ses hommes refluent de l'Oise vers la Seine-et-Marne. Les Allemands sont à Meaux. En un jour, ils pourraient être à Paris. Gallieni lance l'ordre. On ne doit plus reculer. 5 septembre. Le bataillon quitte Montmélian à 7 heures et prend la direction de Meaux. Weimar, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux. Chaleur écrasante. Thieux, repos près de cette ancienne commanderie. Et de nouveau la route. Péguy va et vient le long de la colonne, accomplissant le double du trajet. Saint-Même. Ce nom lui rappelle-t-il Saint-Mémin et sa chapelle au bord de la Loire où il aimait tant aller? La Brie ne peut que lui rappeler la Beauce. C'est la table du juge et le fait accompli, et l'arrêt sans appel, et l'ordre inéluctable. Villeroy, un puits. Péguy et ses hommes se désaltèrent, remplissent leurs gourdes, en regardant là-bas, au bout du champ, où ils ont rendez-vous avec l'ennemi. Le contact a lieu au carrefour de ces routes. Il est 5 heures. Échange de feu nourri. Un officier tombe. Un autre prend la relève. Il tombe à son tour. Le lieutenant Péguy se dresse. Je prends le commandement. Et debout, derrière les hommes qui ont mis genoux à terre, il commande le feu. Une balle l'atteint en plein front. Aussitôt il entre dans la légende. Et on commence à relire son œuvre comme celle d'un prophète. Le jeune homme bonheur voulait passer, mais le jeune homme honneur voulait danser. Le jeune homme bonheur voulait danser, mais le jeune homme honneur voulut passer.
Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première terre et la première argile. Ils se sont remoulés dans le moule fragile d'où le pouce d'un Dieu les avait démoulés. Un bonheur est passé tenant en main quelques rameaux cassés sur le chemin. Un bonheur est passé sur le chemin, timide, et c'est assez. Jusqu'à demain.